te beschermen. Je vais le dire en français aussi avant de donner la parole au ministre des Soins de Santé. Je m'adresse aux jeunes, mais je m'adresse en fait à tout le monde. Suivez les règles. Même si vous ne tombez pas malade vous-même, vous pouvez transmettre le virus à une autre personne, qui elle peut-être aussi ne sera pas malade, mais qui peut le transmettre à quelqu'un qui lui ou elle sera malade. Et donc, c'est important que nous respectons les règles. On voit aujourd'hui une augmentation des infections dans des groupes qui sont plus vulnérables, des gens qui sont plus âgés, des gens qui sont vulnérables à cause d'une situation de santé. Et cet appel est très clair et je veux être conscient de ce qu'on demande. Ce qu'on demande n'est pas facile. Je comprends et ça nous complique notre vie. Et je sais que ça dure longtemps. Et je sais que beaucoup d'entre nous en ont assez. Ce n'est pas facile ce qu'on demande, mais les mesures qu'on demande maintenant, si on ne les respecte pas tous, on sera ici dans 2 semaines, dans 3 semaines, pour vous annoncer d'autres mesures qui seront encore plus strictes. Et à ce moment-là, on dira de nouveau, ça a vraiment duré longtemps, et là, ça devient très, très compliqué. On fera tout pour éviter un nouveau lockdown, mais en fait, nous l'avons tous, tout le monde l'a dans ses mains. Si on ne respecte pas les règles, on s'oriente vers des mesures encore plus strictes et je pense que tout le monde, pas uniquement dans cette salle, tout le monde veut tout faire pour éviter cette situation. Faites-le pour vous-même, mais surtout, faites-le pour les gens qui vous sont proches. Je pense que ça doit être la préoccupation de tout le monde. Je viens de le dire, je vais le répéter. La situation est grave. Les chiffres sont mauvais, très mauvais en certains endroits, comme le Premier ministre l'a dit. Et donc, dans une situation tellement compliquée, il faut le maximum de clarté, parce que les gens sont fatigués. Ils sont fatigués, on le sait. Et on va demander de nouveau un effort pour nos enfants, pour qu'ils puissent continuer à aller à l'école, pour nos entreprises, pour qu'elles puissent continuer à tourner et que les gens ne perdent pas leur emploi. Pour nos docteurs et tout le personnel soignant, pour qu'ils et elles puissent continuer à faire leur boulot d'une manière faisable. Et finalement, pour sauvegarder notre vie sociale et notre bien-être. Ça, c'est le but, ça, c'est l'objectif. Et je sais, et je me répète, c'est difficile, c'est bien difficile. Mais nous le faisons car c'est nécessaire, enfin, pour sauver des vies, pour garantir nos capacités hospitalières et permettre au personnel soignant de travailler dans de bonnes conditions. Il y a des choses qui ne changent pas, qui sont le fil rouge, et notamment respecter la distance de sécurité. C'est la clé de tout. C'est respecter cette distance d'1,50 mètre. Respecter la distance de sécurité. Et comme ce n'est pas toujours possible, il y a des obligations. Dans les magasins, sur le bus, le tram, le train, ça existe déjà. C'est obligatoire de porter un masque parce qu'on ne peut pas respecter cette distance. Et partout où l'on ne peut pas respecter cette distance, il faut porter le masque. Aussi, par exemple, dans les rues, quartiers commerçants ou les endroits où il y a beaucoup de monde. Et les villes et communes peuvent décider d'aller plus loin et d'aller vers une obligation plus générale si la situation le demande. Donc, respectez cette distance de sécurité et si ce n'est pas possible, vous portez le masque. Évidemment, on peut et on doit embrasser ses proches. C'est super important. C'est super important.
nous parlons dans notre jargon de contact rapproché. Ça veut dire donner des câlins, hein, embrasser les gens. C'est très important. Hélas, dans ce contexte, nous devons limiter ça très strictement. Et là, il y a un premier changement, et tous les changements dont on va parler vont entrer en vigueur vendredi 9 pour une période d'1 mois. Parce que, hélas, ça demande un peu de temps pour voir les effets, et donc de patience de tout chacun. Et donc, nous prenons 1 mois pour cette période extrêmement difficile. Le nombre de contacts rapprochés sera limité à un maximum de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les personnes vis-à-vis de qui vous n'allez pas respecter cette distance de sécurité, vous les limitez à un maximum de 3. Ce n'est pas l'objectif, 3, c'est le maximum. 1, 2, peut-être 3. Pendant une période d'1 mois. Évidemment, il s'agit d'une règle au niveau des individus, en dehors des personnes avec qui on vit. Évidemment, la personne avec qui vous vivez dans votre ménage, vous les embrassez, vous êtes en contact rapproché. Mais donc la règle est le nombre de personnes par individu, en dehors du ménage avec qui vous vivez, limité à 3 en ce qui concerne les contacts rapprochés. En ce qui concerne les rencontres à la maison, vous voulez inviter des gens chez vous. Un maximum de 4. Donc, vous êtes par exemple seul et le samedi soir, vous voulez inviter des amis. Un maximum de 4. Vous êtes un couple avec des enfants, vous voulez inviter des amis. Un maximum de 4. Les règles en ce qui concerne la distance de sécurité sont en vigueur, là aussi, sauf évidemment si vous invitez vos contacts proches qui vous embrassez en tout cas, pas de problème de les embrasser. Mais donc il y a un nombre là, un maximum de 4. En ce qui concerne les cafés, et ça je dis vraiment avec regret, je le dis avec regret, il faut prendre des mesures supplémentaires parce que même avec la plus bonne volonté, ce virus s'y propage beaucoup plus vite qu'ailleurs, même avec la plus bonne volonté. Et donc là, nous disons, dans les cafés, maximum 4 personnes à une table, excepté évidemment, et peut-être j'ai oublié de dire ça en néerlandais, donc pour les Flamands c'est la même chose, excepté si vous avez un ménage qui est de plus de 4. Vous avez un ménage à 5. Ok, on va vous arranger une table à 5, ça c'est permis. Mais pour le reste, 4. 4. Autour d'une table. Deuxièmement, en ce qui concerne ce que nous appelons les rassemblements non organisés, un maximum de 4. C'est quoi? Disons-le de façon négative. Ce n'est pas des événements organisés dans le secteur de la culture, des sports et autres. Une visite guidée, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une visite guidée. C'est quelque chose de non organisé. Un maximum de 4. Vous avez compris maintenant qu'on est assez simple chez nous. On peut compter jusqu'à 4. Et là, ça devient plus difficile. Donc, le seul chiffre qui est annoncé ici est un chiffre de 4. Contact rapproché, 3. Pour moi, c'est 4 personnes. 3 plus 1, c'est 4. Mais moi et 3 autres. 4. La table dans le café, 4. La visite chez vous, 4. Le rassemblement non organisé, 4 personnes. Notons que rien ne change dans les restaurants. Là, je crois que les gens ont fait des efforts énormes,
Pas facile, rien ne change. Il y a autre chose qui change pour les cafés, et j'annonce là avec vraiment un mélange de sentiments parce que ce n'est pas gai. On va fermer les cafés à 11 heures du soir. Parce qu'on sait qu'après, ça devient difficile à organiser. Et on sait que le taux de contamination, là, est assez élevé. Et donc, l'heure de fermeture pour les cafés, et les cafés, c'est aussi la buvette, hein, c'est aussi la buvette dans le club. Hein. Donc, heure de fermeture, 11 heures, et ce que j'ai dit sur les tables, c'est aussi pour les buvettes, etc. Finalement, le télétravail, autant que possible, très recommandé, si c'est possible. Et soulignons d'abord le pourquoi, parce qu'il ne faut pas avoir des malentendus là-dessus. Non pas parce que nos entreprises seraient des lieux non sûrs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non pas qu'il faut craindre d'être à l'usine. C'est pas ça. Mais nous voulons utiliser le télétravail afin d'éviter qu'il y ait trop de monde ensemble le matin et le soir, allant au boulot et revenant du boulot. C'est ça la raison. Évidemment, le télétravail, ce n'est pas nécessairement 5 jours par semaine. Hein. Je dirais peut-être au contraire. Hein. On peut bien dire, pour bien organiser ça, on peut demander une journée d'être là. Hein. Mais donc, télétravail, recommandation très importante et très forte. Finalement, nous allons lancer des efforts supplémentaires en matière de sensibilisation, mais aussi en matière de contrôle. La minorité, même si c'est une minorité très restreinte, qui n'est pas solidaire, eh bien, on ne va pas permettre ça. On ne va pas permettre ça. Et donc, on va renforcer les contrôles. Je sais que ce n'est pas un message facile. Tout le monde est fatigué. C'est une période d'1 mois. Mais ensemble, en réelle solidarité, on peut gérer ça. On peut le faire. Merci. Dank u voor de commissaris. Donc la décision a été prise de nommer Pedro Facón comme le commissaire Covid. Il est le directeur général de la DG Soins de Santé du SPF Santé Publique. Il a joué un rôle majeur dans la gestion de la première vague. C'est lui qui a été occupé à gérer la capacité dans les hôpitaux, à éviter qu'il y ait de grands problèmes dans nos hôpitaux. Sa tâche, un de ces éléments pour lesquels il sera responsable, c'est d'améliorer la coopération et le flux d'informations entre les différentes entités dans notre pays. Donc le rôle est un peu de huiler les rouages de cette coopération. Deuxième élément pour lequel il sera responsable, c'est le baromètre dont on a déjà beaucoup parlé, baromètre qui a été établi par Ceneval, de opérationnaliser ce baromètre. Ça veut dire qu'avant le baromètre, il y avait des protocoles et d'autres règles autour de lesquelles notre société s'est organisée. C'est clair que quand il y a un baromètre et que l'indicateur du baromètre change, que les protocoles doivent être adaptés pour que tout le monde, dans tous les secteurs, puisse savoir comment on doit changer notre comportement. Je veux aussi indiquer qu'à côté de Pedro Facón, on aura aussi une adjointe, Madame Carole Schirvel. Elle est médecin et épidémiologiste aux hôpitaux du Chirec et elle a étudié à l'Institut tropical de médecine à Anvers, et donc ensemble avec Pedro Facón, elle s'attellera à cette mission. Monsieur Delrepos.
Voilà. Je vais un peu répéter ce que vient de dire mon collègue Yann Yambon. Donc, dans les mesures qui ont été prises, ce sont des mesures très limitées et nous faisons en sorte que, par exemple, le protocole qui a été réglé pour les écoles demeure dans son intégralité avec sa logique. Nous voulons d'une manière générale que les enfants, les adolescents, les jeunes puissent suivre des cours et on veut aussi que dans les entreprises, dans les institutions, le travail puisse s'effectuer le plus normalement possible, mais en respectant les règles rappelées non seulement par le Premier ministre, mais aussi par le ministre de la Santé. Il existe un certain nombre de protocoles avec des secteurs très particuliers qui seront, pour autant que ces protocoles soient respectés, il n'y a pas d'intention de le modifier dans l'état actuel des choses. Chemin faisant, comme l'a dit le Premier ministre, nous allons élaborer ce qu'on appelle le baromètre en fonction d'un certain nombre de critères, les hospitalisations, le nombre de personnes qui sont contaminées par 100 000 personnes, le nombre de personnes positives en fonction du nombre de tests, etc. Quand nous aurons ce baromètre, à ce moment-là, nous pourrons aussi évaluer les protocoles pour qu'ils soient les plus opérationnels possibles. Et donc, en gros, nous essayons de perturber le moins possible la vie sociale, mais je ne le dirai pas, je ne serai pas plus long. Le Premier ministre l'a évoqué très clairement, la situation, elle est quand même explosive, elle est extrêmement préoccupante. On doit absolument prendre un certain nombre de mesures. Et, mesdames et messieurs les journalistes, si vous pouvez avoir cette gentillesse d'insister, notamment auprès des jeunes, sur le fait que les distances sociales, le port du masque, sont vraiment obligatoires. Aujourd'hui, les personnes les plus contaminées sont des personnes de 20 à 30, 35 ans, mais elles ne vont pas beaucoup à l'hôpital, pas beaucoup d'entre elles vont à l'hôpital, mais elles contaminent d'autres personnes. Et il faut savoir que quand on a la maladie, même si on ne va pas à l'hôpital, on peut rester avec des séquelles très lourdes durant très longtemps. Merci, Monsieur Vervoort. Merci, Premier. Voilà. Merci beaucoup. On le sait, la situation à Bruxelles est particulièrement préoccupante. C'est un phénomène urbain qu'on rencontre dans d'autres pays européens et que connaissent aussi dans une moindre mesure les grandes villes belges. Mais la situation est particulièrement complexe à Bruxelles avec un taux de contamination par 100 000 habitants qui est vraiment très très important. Alors, nous avions déjà pris une série de mesures après le dernier comité de concertation qui s'était déroulé il y a un peu plus de 10 jours, donc notamment la fermeture des bars et cafés à 23 heures. Nous savons que, et on ne va pas se raconter l'histoire, que nous pourrions de fait basculer en code rouge là maintenant. Et donc il entre dans mes intentions de réunir la cellule provinciale de crise qui va se pencher sur les mesures complémentaires qu'il convient de prendre conformément à ce que nous avons discuté cet après-midi, à savoir avec la haute fonctionnaire à Bruxelles, le commissaire Corona ainsi que la ministre de l'Intérieur. Je pense que nous ne devons pas nous empêcher de prendre des mesures indépendamment de l'adoption du baromètre qui interviendra dans les jours qui viennent. Et donc, ce sera fait dans les 24 heures. D'ailleurs, j'ai bien entendu que le ministre-président Vervoort a fait allusion à la situation à Bruxelles. Bien. Oui. Donc, 2 questions. Vous dites les rassemblements privés à domicile, maximum 4 personnes. Si on est déjà 4, ça veut dire qu'on peut encore inviter 4 personnes ou pas? Deuxième question, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises sur les campus universitaires? On sait que dans les côtes, le virus se propage très très vite, notamment à Louvain-la-Neuve. Là, on ne fait rien en particulier, vous n'avez rien prévu? Donc, en effet,
on peut inviter 4 personnes à la maison. Si on est déjà 4, on a essayé de simplifier au maximum, inviter 4 personnes par table, 4 personnes en rassemblement à l'extérieur. Donc c'est vraiment la règle de 4. Ce que vous dites par rapport aux cotes, c'est comme une maison. Vous pouvez, dans votre cote, inviter 4 personnes, mais vous devez respecter les règles de distance. Si vous invitez quelqu'un à votre cote et vous le prenez bien dans vos bras et c'est un câlin, alors c'est un contact rapproché. Là, vous pouvez en avoir maximum 3. Je pense que les mesures qu'on explique ici, elles s'appliquent à tout. Je laisserai peut-être parler les ministres-présidents par rapport à l'enseignement même. Mais je pense que ce que vous avez dit est plutôt par rapport à l'hébergement autour des universités, même comme on les explique ici. Mais naturellement, on a bien vu qu'il y a certaines institutions d'éducation qui ont elles-mêmes pris des mesures additionnelles. Et encore juste une dernière petite question par rapport au baromètre de l'épidémie. Il devait déjà être mis en place il y a 2 semaines. Ça veut dire qu'il est à nouveau reporté. Est-ce qu'on a une date? Je laissais le ministre de la Santé expliquer. Non, il n'est pas reporté. Je pense qu'il faut l'opérationnaliser. Le baromètre en soi n'est pas très intéressant. C'est ce qu'on fait avec le baromètre. Oui, je crois qu'il y a peut-être un malentendu sur la façon dont il faut travailler avec ce baromètre. C'est tellement important, et j'espère aussi que ça peut être tellement porteur d'espoir qu'il faut bien réfléchir avant vraiment de le consolider et de l'installer, c'est ça. Et donc nous croyons que le travail qui a été fait par Céléval, donc il y a un avis, c'est un avis. Le travail qui a été fait est un travail très prometteur, excellent, mais nous voulons bien étudier tous les détails, les conséquences pratiques, opérationnelles, avant de dire « il est là ». Le baromètre doit être là pour longtemps. On ne va pas décider d'un baromètre et puis 5 jours après dire amendement. Non, ça il faut éviter. Et pour éviter ça, il faut bien l'étudier. Je crois que c'était clair, enfin selon moi, ça devrait être clair dès le début. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider comme ça. C'est un instrument qu'on va étudier et opérationnaliser. Mais je peux vous dire que je crois pouvoir parler pour tous les collègues. L'idée de ce baromètre, la perspective que ça crée, a été reçue très positivement. Mais à ce stade, on ne parle pas encore de couleurs ou de chiffres ou de zones. Non, parce que le baromètre doit être un tout. Et donc, on ne va pas faire du cherry picking. Donc, on va le prendre dans sa cohérence. Et afin de pouvoir le prendre dans sa cohérence, on ne va pas faire du cherry picking maintenant. Rudy ? Oui. Vous avez évoqué l'enseignement supérieur. Nous allons réunir les universités dont le siège est situé à Bruxelles cette semaine encore, avec les bourgmestres concernés, pour voir s'il convient de prendre des mesures particulières. Donc, nous savons effectivement que ce soit sur les campus. Le problème n'est pas tant dans les auditoires, on le sait, puisque là, les règles sont respectées par la force des choses. C'est à l'extérieur que ça se gâte. Et donc, on le voit dans le quartier universitaire. Je m'y suis promené le week-end dernier. Bon, c'est quand même problématique. Et je pense que là, à un moment, il faut aussi prendre des mesures particulières. On l'a dit, même si c'est une tranche d'âge qui développe en général, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer des cas sévères quand on est jeune. Mais en général, mais ça n'est pas un comportement qui est acceptable. Je veux dire, en termes de solidarité avec les autres, les personnes qui sont plus à risque, ça a été dit par le premier, je pense que voilà, ce sont des messages, on ne peut pas considérer que finalement, pour soi, ça ne joue pas, ça joue pour tout le monde. Ja, nog vragen? Ja. Die versterkte handhaving, wat betekent dat dan precies? Is dat dan hogere boetes? Vermeld heeft. Oké, merci beaucoup.